Donc, mesdames et messieurs, en attendant que M. Elias, donc le président de Pays de Montbéliard Agglomération, n'arrive, je vais vous faire état de quelques excusés. Donc, Madame Marie-Guide Dufay, présidente du Conseil régional, M. Claude Jeannereau, président du Conseil général du Doubs, M. Yves Ackermann, président du Conseil général du territoire de Belfort, M. Yves Cratinger, président du Conseil général de Haute-Saône. On accueille M. Elias. M. Sommer, maire de Grand-Charmont, M. Gérard Bailly, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération, charge de l'économie, M. Robert, président du Césaire, M. Schlatter, maire de Bar, Mme Voidet, maire de Vougeaucourt, et Mme Tarin, maire de Seloncourt. Je vais demander aux maires des communes de venir à la tribune. J'ai vu le maire d'Allenjoie, M. Petit, le maire de Valentinier, M. Petitjean, le maire de Mathé. Le maire de Vendoncourt. Peu importe. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Jacques Elias, président de Pays de Montbéliard Agglomération. Bien, merci. Je serai bref. Permettez-moi tout d'abord chers amis élus, monsieur le président du Conseil de développement, cher Pierre, mesdames, messieurs les membres du Conseil de développement, monsieur Saint-Omer, mesdames, messieurs et chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du Conseil de Pays de Montbéliard Agglomération. Et je vous prie d'excuser mon retard, mais j'avais une représentation tous les quarts d'heure depuis 16 heures et on finit par avoir un petit peu de retard. Et d'ailleurs, je travaillais aussi un peu pour vous et dans votre domaine, puisque j'installais la Fédération française du bâtiment dans des locaux à la Petite Hollande. C'est la première fois qu'ils ont une antenne dans le Pays de Montbéliard, depuis leur fondation au niveau byzantin en 1947. C'était donc un grand progrès que la Fédération française du bâtiment fait pour notre région. Et auparavant, j'étais aussi dans un domaine qui vous concerne, la santé, puisqu'avec Claude Jeannereau, nous installions aussi à Montbéliard et aussi sur la Petite Hollande une association que vous connaissez bien, qui est un service d'accueil médico-social pour les adultes handicapés, les séquelles des traumatisés crâniens ou de certaines maladies neurologiques et qui font un gros travail sur le Pays de Montbéliard. Je suis donc heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour le lancement de ce troisième mandat du Conseil de développement sur la période 2013-2016. Vous désignerez d'ailleurs tout à l'heure les membres des différentes instances et j'y reviendrai d'ailleurs brièvement à la fin de mon intervention qui sera, je vous rassure, très courte. Tout d'abord, je me félicite de votre présence extrêmement nombreuse et je voudrais féliciter aussi les 80 membres actifs de leur implication bénévole forte au sein du Conseil de développement, présidé par Pierre Lamarre. Vous prenez en effet beaucoup de votre temps, en dépit de vos engagements professionnels, personnels, associatifs, respectifs, pour participer vraiment à toutes les réunions des commissions et alimenter par vos contributions bien notre action publique. Je tiens aussi à remercier de sa présence Yves Saint-Omer d'être parmi nous aujourd'hui pour nous éclairer sur l'état de la participation citoyenne en Europe et dans le monde, puisque professeur de sciences politiques à Paris, membre de l'Institut universitaire de France, son expertise en la matière, participation citoyenne, va nourrir, je crois, utilement nos réflexions et votre travail. Par son ouverture, par son rôle d'aiguillon, par sa liberté d'expression, le Conseil de développement du Pays de Montbéliard contribue depuis 2010 au développement de notre territoire. Et je dois dire que beaucoup d'actions ont été reprises au niveau de PMA ou au niveau de nos différentes communes. La diversité de ses membres, les compétences de chacune et de chacun constituent finalement sa principale richesse. Et en tant qu'élu, vos travaux nous servent d'outils, d'aide à la décision publique. Ils consolident ainsi, je crois, la légitimité du CODEV et confortent son rôle de laboratoire d'idées. Ce soir, vous allez désigner un certain nombre de vice-présidents des 6 collèges identifiés, entreprises et des acteurs de l'économie, syndicats, associations, services publics, personnes qualifiées et citoyens volontaires.
Mais par ailleurs, au sein de vos 6 commissions respectives, vous vous pencherez sur des enjeux importants, tels que les nouveaux territoires. Et là, ça me fait penser parce que, pas plus tard que ce matin, à 8 heures dans mon bureau, ici même, j'avais le maire de Belfort et nous discutions ensemble de l'avenir de l'aire urbaine. Parce que c'est plus de 300 000 habitants à s'occuper, et je crois qu'il faut évoluer. Et nous discutions de cette évolution, qu'on vous dévoilera dans quelques jours. Mais aujourd'hui, je vais vous en dire 2 mots. C'est le pôle métropolitain que nous sommes en train de mettre en place, au niveau, dans un premier temps, du périmètre du syndicat mixte de l'aire urbaine. Et dans un deuxième temps, il va s'étendre à de très nombreuses communautés de communes aux alentours. Les démarches sont en cours. Et puis, on a aussi le nouveau périmètre du SCOT, puisque Alain Aubert est parmi nous. Il connaît bien le problème. Aujourd'hui, le SCOT de PMA rentre en révision. Et au lieu de s'en tenir au périmètre de PMA et des 29 communes, eh bien, nous l'avons étendu à 4 communautés de communes autour, ce qui était difficile au début, parce que les communautés de communes avaient l'impression qu'on allait les manger. Et aujourd'hui, elles ont compris qu'on était dans un territoire commun, un bassin d'emploi commun. Et elles nous ont rejoints pour l'étude du SCOT. La communauté de communes des Balcons du Lomont, communauté de communes de Pont-de-Roide, communauté de communes des 3 cantons, communauté de communes de la Vallée du Rue. Donc vous voyez, tous ces nouveaux territoires, eh bien, nous aussi, nous y travaillons et on a besoin de travailler avec vous. Développement durable, cohésion sociale aussi, mobilité, accessibilité. Et vous verrez que dans le pôle métropolitain, on retrouve aussi cette notion de mobilité, de transport en commun, de développement des énergies, de développement du pôle transport, dont on va discuter demain au CA de l'université, et de le faire passer en priorité avec le pôle énergie. Donc tout ceci constitue votre base de réflexion. Économie, connaissance, créativité. Eh bien là aussi, nous nous retrouvons avec récemment le lancement, il y a une semaine, du cluster avec PSA, avec l'université. Parce que pour nos entreprises, les PME et les PMI, qui n'ont pas les moyens financiers de se payer un ingénieur, de la recherche, etc., eh bien, il est très important pour nous, collectivités locales, de les faire travailler à la fois avec les grands donneurs d'ordre, que sont PSA, GE ou Alstom, mais aussi avec nos laboratoires de recherche, pour que la recherche participe au développement de l'économie, comme cela ça se fait vers nos voisins allemands, mais pas beaucoup en France. Culture, patrimoine, je n'y reviendrai pas, sport et société également. Et vous voyez que vous allez retrouver toutes vos commissions, je vous le dis, dans le pôle métropolitain, qui est axé à la fois sur l'économie, à la fois sur l'université et la recherche, à la fois sur la mobilité et les transports, et bien sûr à la fois sur l'aménagement du territoire, santé, et culture, sport, tout ce que vous connaissez. Donc je dois dire, et je tiens à vous saluer, l'initiative du secrétariat général qui s'attelle justement aussi à l'élaboration d'un guide pratique destiné à informer la population sur le rôle, sur les missions, sur la gouvernance, sur la composition du Conseil de développement. Je crois que c'est important aussi, non pas que nous ne réfléchissions ensemble, mais aussi de s'exporter vers la population et d'expliquer justement tous ces axes de recherche et de développement. Je crois enfin que vos échanges, c'est un travail qui est extrêmement fructueux et que tout le monde se comprend et tout le monde s'apprécie. Donc moi, je remercie votre à la fois engagement individuel, mais aussi votre engagement collectif au service du pays de Montbéliard et je dois dire au-delà. Et je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre implication et en particulier Pierre, le président, et bien sûr notre ami Gilali qui fait un gros travail à ce niveau-là. Et je crois que PMA ne regrette pas de t'avoir nommé à ce poste, ô combien important, mais avec un excellent travail à la clé. Donc toutes nos félicitations à vous toutes et à vous tous, et merci. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au président du Conseil de développement, Pierre Lamarre. Bien, Monsieur le Président, cher Jacques Elias, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du CODEV, Mesdames, Messieurs.
Mon propos va résonner étrangement, même si nous ne nous sommes pas concertés dans nos orientations, avec ce que vient de dire Monsieur le Président de Pays de Montbéliard Agglomération. Je vais simplement préciser certaines choses au niveau des grandes orientations. Alors, je voudrais dire d'abord que j'ai l'honneur de présider ce CODEV pour une nouvelle mandature de 3 années. Donc, je remercie pour la confiance qui m'est faite, qui m'est accordée. Je vois dans cette continuité, avant tout, la reconnaissance du travail accompli avec vous, dans la mandature précédente, ici en ces lieux et ailleurs, grâce à votre engagement bénévole, ça a été souligné, mis au service de notre communauté d'agglomération. Car au-delà de l'obligation légale respectant les prérogatives de la loi Voynet, l'Assemblée sortante, où un grand nombre d'entre vous siégeaient, je le répète, n'a pas à rougir du travail accompli. Bien au contraire, sans vouloir vous asséner ce soir un bilan fastidieux, d'aucuns pourraient peut-être qualifier de droit d'inventaire, je veux simplement rappeler les titres des contributions répondant à des saisines et mises à disposition de la communauté des élus. Schéma touristique et son supplétif café de garde, schéma sportif d'agglomération, plan climat-énergie territorial, programme local de l'habitat. Ce n'est pas tout. À ces contributions se sont ajoutés d'autres travaux issus de l'initiative des différentes commissions de travail. Je les nomme, Aire urbaine Belfort-Montbéliard, entre mythe et réalité. Il semblerait que le mot mythe soit un peu derrière nous, d'après ce que je viens d'entendre. PMI, PME face au défi de l'innovation, pour une organisation des transports ambitieuse et partagée à l'échelle du bassin de vie, les atouts et les enjeux du pays de Montbéliard face à la mondialisation. Et en considérant l'ensemble de ces publications, saisines et autosaisines, et pour siéger au conseil d'administration de la coordination nationale des conseils de développement, je pense sincèrement que notre instance n'est pas à la traîne dans la dynamique participative émanant de la société civile. Nous avons d'ailleurs témoigné à Nantes au printemps 2013, à cette grande messe des conseils de développement, de notre méthodologie de réflexion quant à la contribution supplétive sur les cafés de garde. La présentation a suscité un certain intérêt et bon nombre de questions. Mais l'installation du nouveau conseil de développement signifie un regard vers l'avenir. Quels sont donc les grands principes, les grandes orientations de fonctionnement qui vont nous régir pour ces 3 années et que je souhaite mettre en place avec l'appui du bureau qui va être élu tout prochainement? Premier grand principe, c'est d'abord pérenniser cet esprit d'ouverture sur l'extérieur, afin de vivifier nos travaux à toutes les étapes de leur déroulement. Rendons notre CODEV aussi poreux que possible aux connaissances, aux compétences des autres. Sachons créer de la capillarité au service de l'intelligence collective. Le président parlait de laboratoire d'idées. D'une part, en travaillant avec les structures similaires des agglomérations voisines, Belfort bien entendu, mais aussi Vesoul ou Besançon. Des liens ont déjà été établis lors de la précédente mandature, renforçons-les. Mais l'ouverture doit aller au-delà des institutions. Il faut savoir tenir compte des grandes tendances contemporaines et de leurs conséquences à des échelles plus macroéconomie, macrosociologie, macroculturelle. Les termes de métropolisation, désindustrialisation, déterritorialisation, relocalisation, capitalisation de connaissances, bref, j'aurais pu en rajouter, ne sont pas que des concepts, ils recouvrent une réalité quantifiable, identifiable. Il nous faut donc raisonner dans un cadre de référence extérieur pour mieux comprendre et mieux nous projeter. Le modèle RELAN, aujourd'hui, n'est-il pas la référence absolue en matière économique? Quotidien ou hebdomadaire ne cesse aujourd'hui d'alimenter le débat. Or, notre territoire doit aussi se positionner, entre autres, face à ce syndrome de l'excellence industrielle qui rayonnerait outre-Rhin. Pour y parvenir, il faut que nos débats, nos travaux soient interpellés de manière régulière par des interventions de scientifiques, d'universitaires, d'experts, afin que nous puissions bénéficier des meilleures connaissances et des retours d'expérience, souvent riches d'enseignements. Il faudra privilégier une démarche de benchmarking, pour faire un peu moderne, en nous appuyant sur nos réseaux respectifs. Je sais aussi que parmi nous, dans cette Assemblée, certains exercent à titre divers des responsabilités nationales et qu'ils sont à même de nous fournir des référents aux horizons plus lointains. Si c'est d'abord le recul de l'expérience acquise qu'il s'agit de mettre au service du CODEV, c'est aussi de ces contacts extérieurs que nous tirerons grand profit en les invitant à venir s'exprimer en ces lieux. Et Yves de Saint-Omer en fait partie. Enfin, l'ouverture doit également jouer au sein du corps social que nous représentons.
Il n'existe pas de démarche participative efficiente sans que nous prêtions nous-mêmes une oreille attentive au ressenti local. Nous ne pouvons évacuer l'hypothèse de débat ouvert au grand public sur des grands sujets de société. Je n'exclus pas que nous puissions nous réunir ailleurs qu'ici, à Montbéliard, accueillis dans les communes de la communauté d'agglomération, je jette un œil à messieurs les élus, voire dans des conseils de quartier. Voilà le premier grand principe. Deuxième grand principe, c'est échapper tant que faire se peut à la temporalité de l'urgence. En effet, la complexité d'un dossier à traiter est une permanente invitation à arrêter le temps pour favoriser la réflexion, en privilégiant des approches systémiques permettant de prendre de la distance face à la commande. Il faut davantage se placer dans une prospective à long terme et ne pas se laisser guider par l'événementiel. Savoir être innovant dans les propositions que nous serons amenés à formuler, c'est pouvoir se départir d'une immédiateté prégnante pour se projeter au-delà du temps très court du politique, rythmé, lui, par les échéances électorales. Nous ne nous situons pas dans ce type d'enjeu. Nous avons le confort de penser des résultats à des horizons plus lointains, mais toujours visibles pour l'action publique. Troisième grand principe, c'est garder constamment à l'esprit un paramètre fondamental, à savoir notre rôle de conseil. Je voudrais revenir sur notre relation organique avec la communauté d'agglomération, dont nous sommes l'une des composantes. Au risque de caricaturer, je pourrais résumer cette relation ainsi, ni contre-pouvoir, ni instrumentalisation. Notre structure doit être un lieu de débat issu de la pluralité du corps social et s'affirmer comme une force de proposition soumise à la sagacité du politique. Je n'oublie pas le primat du politique sur la prise de décision. Nous ne sommes pas des élus. En effet, fixer les grandes orientations philosophiques, idéologiques, économiques d'un projet relève de la communauté des élus. Le CODEV reste, je le répète, un conseil. Nous en sommes tous conscients, mais il saura être, Monsieur le Président, je l'espère, de très bons conseils. Et pour cela, les travaux qui seront conduits le seront en partenariat attentif avec les compétences et les connaissances issues des services de la communauté d'agglomération et de l'agence d'urbanisme, à l'aune de la mandature précédente. Il n'y a pas de bonne réflexion prospective qui ne s'appuie sur une fine analyse de l'existence, sur des paramétrages précis, des angles de mesure clairement déterminés, bref, sur une connaissance et une pratique du territoire, loin des clichés et clairement identifiés. Nous solliciterons à nouveau sans hésiter, en concertation avec les chefs de service, non pas pour évaluer, mais bien pour profiter d'une expertise, de diagnostic étayé et pour débattre avec l'ambition d'enrichir les projets par nos capacités de résonance dans nos univers respectifs. J'en profite ici pour remercier en ces instants un peu particuliers les dirigeants et cadres administratifs de PMA et tous ceux qui se sont exprimés en commission ou en bureau pour nous éclairer de leur expertise. À l'inverse, j'invite les directeurs de services, sous couvert des présidents, des vice-présidents respectifs, à saisir notre structure, autant qu'ils le souhaitent, pour recueillir remarques et avis. D'ailleurs, certains d'entre eux m'ont déjà fait part de certaines de leurs préoccupations, et j'entends que nous puissions nous saisir le plus rapidement possible de certaines questions. Nous devrons être également attentifs à notre capacité de réactivité face à des sollicitations, des inflexions portées par les projets eux-mêmes ou liées aux incertitudes conjoncturelles. Je veux en venir maintenant à la gouvernance et aux thématiques. Et là encore, je vais mettre mes pas dans ceux de Monsieur le Président, dans ce qu'il nous a présenté. Je vous ai campé un état d'esprit, je voudrais maintenant aborder le mode de gouvernance très précis et décliner les thématiques de travail, vous proposant en quelque sorte une espèce de cahier des charges. C'est clairement le concept de Brain Trust, cher à Franklin Delano Roosevelt, qui sera mis en œuvre. Tout d'abord, le CODEV s'appuiera pour fonctionner sur un bureau composé des vice-présidents issus des 6 collèges, comme nous allons élire tout à l'heure, en fin de séance, et ainsi que les animateurs de commission. Et puis, je voudrais remercier la clé de voûte du bon fonctionnement de notre structure. Alors, c'est vrai que peut-être il va rougir un peu plus ce soir, mais je voudrais saluer le travail essentiel de notre directeur, Gilles Elraz, et de Sylvie Barnéou, son assistante au secrétariat général. Je crois que le succès des contributions de la mandature précédente leur doit beaucoup. Quelles sont les thématiques proposées pour les commissions de travail au sein duquel vous serez invités à vous inscrire? Je les énumère sans y voir une quelconque priorité et je remercie vivement par avance les personnes qui ont accepté de mener les débats au sein de chaque commission. Ces thématiques sont suffisamment larges pour ne pas emprisonner les animateurs dans une vision trop étroite ou trop étriquée de la question.
On a parlé des nouveaux territoires. Ce sera une commission. À l'heure actuelle, de la métropolisation, à la veille d'une réforme territoriale, il serait absurde de ne pas réfléchir à cette reconfiguration contemporaine. Si je reprends le manifeste de Grenoble en 2005, qui réunissait les agences de développement et d'urbanisme, il est clairement admis qu'une agence d'urbanisme, mais également d'autres structures publiques, sont insérées dans des réseaux de mutualisation et de capitalisation des savoirs à des échelles de territoire qui dépassent largement les aires d'études et les compétences particulières. Et c'est précisément cette capacité à transcender les clivages qui est attendue des différents territoires. Il ne faut pas forcément entendre territoire administratif stricto sensu, mais le territoire élargi au bassin de vie, au bassin d'emploi, prendre en compte les territoires mentaux ou culturels. Bref, il faut savoir proposer un cadre de territorialité d'action efficace et nécessaire au moment, comme vous le disiez, Monsieur le Président, où l'agglomération réfléchit à l'extension du périmètre du SCOT, schéma de cohérence territoriale, aux communautés voisines. Je me tourne aussi vers le vice-président en charge de cette question. Par contre, je ne vous livrerai pas encore le nom de l'animateur, nous avons encore quelques ajustements à régler. La deuxième commission, mobilité, accessibilité. Et là, je vois droit devant moi François Lachambre. La question des mobilités est au cœur des grands enjeux contemporains. Les colloques se multiplient sur fond de transition énergétique, les laboratoires de recherche, les structures de valorisation s'emparent des problématiques liées au développement urbain. Le transporter mieux doit d'abord s'appuyer sur une offre diversifiée afin de proposer une réponse adaptée à chaque besoin de mobilité. Cette thématique avait déjà fait l'objet d'une réflexion approfondie lors du CODEF précédent. Elle doit être poursuivie, peut-être en intégrant une dimension supplémentaire, celle des usages. Ne s'agit-il pas de répondre à une nouvelle aspiration sociétale et citoyenne? À cette dimension s'ajoute la question des accessibilités de tous ordres, accessibilité physique comme mentale, aux services publics par exemple, comme à nos sites patrimoniaux ou encore à nos lieux de travail. Cette dimension conditionne la réussite ou l'échec de mesures de spatialisation. Nous sommes contraints de nous réinterroger sur l'organisation de nos espaces, comme de nos modes de vie, et de ces bouleversements inéluctables qui s'inscrivent au sein de rapports étroits entre modes de transport, objectifs sociétaux, usages sociaux. Donc, vous avez bien compris, et je remercie vivement François de poursuivre les travaux qu'il avait contribué à animer. Troisième commission, développement durable et cohésion sociale. Le rôle des agglomérations est incontournable dans la mise en œuvre du concept de durabilité. Le concept de société post-carbone est de plus en plus étudié. Les pratiques urbaines les plus durables ont au moins surligné à l'échelle d'une opérationnalité pertinente, celle de la ville, de l'agglomération en général. L'évaluation de certaines politiques de développement urbain montre l'existence d'opportunités sociales et intéressantes sous les effets de la crise économique. On parle de green business, sans y voir de connotation péjorative. C'est une réalité contemporaine et peut-être une opportunité pour rendre les territoires sociaux plus homogènes. En effet, au-delà de la crise se pose en filigrane la question de la cohésion sociale et des inégalités sociales. La précarité énergétique est plus qu'un concept, c'est une réalité. La cohésion sociale, c'est cette capacité qu'a un territoire à réduire les disparités pour assurer le bien-être de tous les habitants et travailler à l'éradication du phénomène de marginalisation. Cette commission sera animée par M. Jean-Michel Laforge, qui est peut-être dans la salle que je n'ai pas salué ce soir. Je vous demande de vous lever, voilà, que vous sachiez. Peut-être François aussi, excuse-moi, j'aurais dû te demander de te lever pour que les nouveaux membres te situent. Voilà, M. François Lachambre et M. Jean-Michel Laforge. Commission suivante, économie, connaissance et créativité. Le changement structurel rencontré dans les économies développées après les 30 Glorieux s'est traduit par une mutation des structures productives et des activités reposant plus sur la création, l'utilisation et la diffusion de nouvelles connaissances. La part de l'immatériel, du travail intellectuel et de la recherche-développement dans les processus de création des richesses et dans les richesses elles-mêmes n'ont alors cessé de croître. Les entreprises ont modifié leur manière de produire de la valeur. Celle-ci provient des informations, des connaissances, de la capacité des employés à apprendre, à utiliser leurs connaissances et à s'adapter aux différents changements. Tous ces domaines sont à l'origine d'un capital intangible qu'il faut identifier, dynamiser, enrichir, afin de le mettre au service des structures productives, donc de la croissance et de la compétitivité. Il ne s'agit pas de renier l'existant, mais bien de s'inscrire dans un nouveau paradigme affirmé par le sommet économique et social européen de Lisbonne
déjà en mars 2000, il y a 13 ans. Les régions qui gagnent, selon l'expression du géographe Georges Benko et Alain Lipietz, relèvent aussi de cette démarche. La créativité dépasse le saint graal de l'innovation, considérée à toutes les échelles comme la clé de notre devenir industriel. Je dirais que la créativité n'est pas réservée à l'art, c'est la capacité pour un individu, pour un collectif, pour une communauté, à imaginer, à construire un processus dépassant les limites de la routine. L'innovation n'est qu'une espèce de mise en œuvre opératoire de ce projet. Monsieur Denis Rago, que j'excuse ce soir du fait d'un déplacement professionnel en Chine, donc est prêt à animer ce vaste chantier. Culture et patrimoine. La raison d'être de cette commission résulte d'une alchimie subtile entre la créativité artistique exogène, susceptible de répondre à l'appétence du public par une offre ambitieuse que nous avons sur l'aire urbaine, et par la capacité d'une population à un enracinement culturel lié au patrimoine. François Lorifis, qui anime depuis la dernière mandature cette commission, tenait à ce lien culture et patrimoine. Et pour présenter cette thématique à deux jambes, qui doit servir la lisibilité de notre territoire, le rendre certainement plus attractif, je me bornerai à évoquer deux types d'exemples, mais qui quelque part sont des symboles appelant à miser sur l'art et la création pour revitaliser éventuellement un territoire. Premier exemple, je l'avais évoqué lors de mon premier discours, la décentralisation des établissements publics culturels est aujourd'hui une réalité. J'avais cité le centre Pompidou à Metz, enfermé dans une image de ville de garnison peu attractive, et s'affirme aujourd'hui comme une vitrine d'une expérience prestigieuse. Mais depuis, il y a eu le Louvre-Lens. C'est une forme inédite d'ouverture, non plus sur la forme habituelle de prêt d'œuvre ou de mise à disposition d'un savoir-faire, mais sous celle d'une véritable implantation, loin des basses parisiennes, dans une ville meurtrie par l'arrêt de l'exploitation minière. Ce sont des paris sur des renouveaux de territoire. Et le deuxième exemple, qui est beaucoup plus enraciné, c'est le MUSEM, où là il est question de mettre en valeur une culture méditerranéenne à Marseille, qui aspire à jouer un rôle phare. C'est un pari sur la valeur culturelle du patrimoine, qui du coup redevient une valeur économique. L'édifice est un véritable monument passerelle avec la ville et les quartiers du coup qui sont revalorisés. Et ceux qui passeront par Marseille, je vous invite vraiment à aller sur les lieux. Il y a vraiment là quelque chose de novateur. Ces deux exemples, aux antipodes l'un de l'autre, une espèce de délocalisation et une espèce de surgissement fier du patrimoine méditerranéen, eh bien, cultivent l'audace du choix et privilégient une résonance nationale dépassant l'éphémère de l'événement. Les deux types de projets ont vocation à s'inscrire sur le temps long. Ils sont pensés et conçus comme des lieux de brassage, d'échange, facilitateurs de liens sociaux, jusqu'à dans la matérialité du quotidien. Ils ne sont pas transposables au pays de Montbéliard, j'en suis bien conscient, mais ils donnent matière à réflexion. Et je remercie François qui a accepté cette charge de commission. Tu veux bien te lever, François? Je t'ai repéré quelque part, voilà. Je te remercie pour cette continuité. La dernière commission, et j'en viendrai à une très rapide conclusion, sport et société. Cette commission s'impose d'elle-même, par le succès qu'elle a rencontré au cours de la précédente mandature. En effet, elle a suscité un engouement important, tant le besoin d'une réflexion dans le domaine était nécessaire. Il y a eu un véritable dialogue avec le vice-président. Du sport de haut niveau aux disciplines les plus amateurs, le dialogue a été fructueux, laissant émerger la nécessité d'un épaulement mutuel qui passe par l'échange d'informations, la mise en place d'infrastructures mutualisées, comme ça c'est le terme qu'on emploie, mutualisé. Je pense notamment aux propositions que nous avons faites, qui ont été reprises par le politique. Et là, je salue cette écoute sur ce dossier. Tout cela est bien sûr à consolider. Les activités sportives occupent une place essentielle dans notre société et ont un impact important sur celle-ci, ayant des liens souvent masqués mais très forts avec le secteur socio-économique. Elles jouent également c'est aussi un marqueur du social et identitaire d'un territoire. Donc je remercie Dominique Mullet, à qui sera confiée cette délicate question de consolider, de dynamiser le travail d'entreprise. Puis je vois Éric Lançon, vice-président en charge des sports, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Dominique, s'il te plaît, si tu veux bien te lever pour que les nouveaux adhérents puissent t'identifier. Voilà. Voilà, je ne serai pas plus long. Pour conclure, je voudrais revenir sur la notion de créativité.
et faire le lien entre ces différentes thématiques qui auront naturellement à se croiser. La technologie ne fait pas tout. Seuls 20% des innovations sont de source technique, je le rappelle. 80% sont de nature sociale, organisationnelle, financière ou commerciale. On a trop tendance à ramener l'innovation technique. Il y a de l'innovation partout. Des études récentes démontrent que la qualité de vie est une condition du développement territorial. À la dimension rationnelle de l'innovation s'ajoute une dimension culturelle et psychologique, facilitatrice de créativité. Je vous renvoie aux travaux de l'Américain Richard Florida, chantre de l'économie créative, que je résume de manière lapidaire. La compétitivité d'un territoire dépend de son attractivité vis-à-vis d'individus dont les compétences créatives participent du développement de l'économie de la connaissance. Les entreprises sont attirées vers les lieux où se concentre le capital humain créatif, qui lui-même est attiré par la qualité de vie. Voilà une espèce de cercle vertueux. Voilà, j'espère que les réflexions au sein de notre structure s'inspireront de ce cercle. Enfin, je ne résiste pas à la tentation de citer à nouveau un économiste connu, Charles Maynard Keynes, et je livre cette pensée d'une étonnante simplicité à votre méditation. Charles Maynard Keynes a dit « La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. » Voilà, je vous remercie. Je suis le maître du temps, il est 19h25. Je vais essayer de garder le même enthousiasme et surtout pour permettre à M. Yves Saint-Omer d'avoir une plage assez importante pour sa présentation. Néanmoins, je suis obligé de vous présenter le fonctionnement du Conseil de développement. Parmi vous, il y a de tout nouveaux membres, donc je vais être très rapide, je vais choisir mes slides, mais il y a donc un règlement intérieur qui régit donc le Conseil de développement. Donc il est composé de 109 membres. Je suis désolé, c'est un énorme travail que j'ai fait, mais je vais être obligé de le faire très rapidement. Donc un règlement intérieur qui date de 2009, modifié en 2013, puisque dorénavant il y a un 6e collège, dit des citoyens volontaires, qui comporte 29 membres. Donc la philosophie était d'avoir un collège de citoyens volontaires qui représente les 29 communes de l'agglomération. Ces personnes ne sont pas des représentants de leur commune, ce sont des personnes identifiées comme venant des 29 communes membres de la communauté d'agglomération. Le rôle a été explicité tout à l'heure, je ne reviens pas sur le rôle du Conseil de développement. Je vais aller... Alors, l'éthique, en tout cas les défis du Conseil de développement. Chose importante, un défi de concertation dans la diversité et l'indépendance, le défi de la légitimité et de l'utilité, le défi de la globalité, c'est-à-dire ne pas prendre des sujets de manière individuelle et isolée, mais d'essayer de réfléchir globalement sur l'ensemble des thématiques telles que l'emploi, l'économie, la santé, la culture, l'éducation. Et le défi des échelles de temps et d'espace, donc tout à l'heure sont revenus de termes importants, donc l'ère urbaine, mais nous sommes déjà dans la réflexion d'une future métropole. Donc le Conseil de développement devra se positionner clairement et donner sa vision citoyenne sur qu'est-ce qu'il entend sur cette future entité administrative. La composition, donc 109 membres répartis en 6 collèges. Son fonctionnement, rapidement. Donc voilà le fonctionnement du Conseil de développement. Donc il y a un président qui est désigné par le président de Pays de Montbéliard Agglomération, qui est donc Pierre Lamarre. À ses côtés, donc, il y aura un bureau qui sera composé des vice-présidents que l'on élira juste après mes propos et des animateurs de commission. Ensuite, il y a l'assemblée plénière que vous représentez, donc l'ensemble des conseillers titulaires et cooptés, donc qui proviennent des 6 collèges que vous voyez à droite, et des commissions thématiques permanentes. Donc je ne reviens pas sur les intitulés. Nouveaux territoires, mobilité, accessibilité, développement durable, cohésion sociale, économie, connaissance et créativité, sport et société, culture et patrimoine. Les modalités de travail. Donc le Conseil de développement. Vous m'excusez la rapidité, mais c'est pour vous permettre d'écouter plus longuement donc Yves Saint-Omer. Les modalités de travail. Donc 2 façons de travailler avec le Conseil de développement. Donc soit sur saisine de l'exécutif de l'agglomération, soit en autosaisine. C'est-à-dire que les membres du Conseil de développement, les membres du bureau à la majorité, décident de
réfléchir, travailler sur une thématique qui leur paraît chère à leurs yeux, ou en tout cas un problème dont il faut aborder et donner sa vision citoyenne. Une fois que cette saisine est formalisée par écrit, donc, il y a le choix de la commission qui va s'emparer de la réflexion. Donc cette commission, mais ça peut être une intercommission, ça peut être transversal, donc ça peut être plusieurs commissions qui peuvent réfléchir sur une même thématique. Donc les commissions sont amenées à travailler sur une durée qui sera donc préétablie à l'avance, avec l'objectif de pondre, entre guillemets, si vous me permettez ce terme, une contribution qui corresponde à l'ensemble des échanges. Cette contribution passe devant le bureau, qui peut amender, rajouter. Ensuite, ce projet est envoyé en amont d'une plénière à l'ensemble des conseillers, pour que le jour de la plénière, il puisse y avoir des amendements, des propositions, des modifications. C'est à partir de là que le travail fait en commission portera le nom de contribution officielle du Conseil de développement et qui pourra être donnée officiellement au président de Pays de Montbéliard Agglomération, avec et ça c'est un cheval de bataille, il y aura systématiquement un retour au travail fait par la société civile. C'est-à-dire qu'on laissera le temps aux services demandeurs de prendre connaissance des travaux et il y aura une réunion qui sera organisée avec le président, avec les responsables, cadres, pour échanger sur la pertinence des propositions ou pas la pertinence des propositions, mais en tout cas un échange. Voilà très rapidement les modalités de travail du Conseil de développement. Un calendrier vraiment prévisionnel à 3 mois, donc dès ce soir et à partir du mois d'octobre, donc il y aura les premières réunions de bureau. Les commissions commenceront avec les animateurs donc à faire en tout cas leur première commission, une sorte de brainstorming dans un premier temps, définir les sujets, s'il n'y a pas de saisine, sur quels sujets les commissions sur lesquelles pourraient travailler, jusqu'au mois de décembre. Il y a des outils de communication qui ont été créés. Il y a un site internet que je vous invite à aller voir, régulièrement mis à jour donc par Sylvie Barnéou et moi-même. Donc l'ensemble des travaux sont sur ce site. Donc c'est une vraie plateforme et c'est le jeu de la transparence. Donc vous, en tant que membre, mais toute la population peut accéder à l'ensemble des travaux du Conseil de développement via ce site. Bien sûr, modernisme oblige, présent sur Facebook et sur Twitter, donc les réseaux sociaux. Donc je vous invite à contribuer et à vous inscrire à la newsletter du Conseil de développement. Je vous remercie pour votre attention et on va passer donc à l'élection des vice-présidents sans plus tarder, qui devra être chrono et 5 minutes. Merci. Bien, donc nous allons passer rapidement tous les collèges. J'ai demandé à chacun des collèges de voter pour un candidat qui se sera déclaré. Par quel collège on commence? C'est peu importe. Hein. Peu importe. On peut commencer par le collège des associations. Donc le collège des associations, il y a un candidat qui est déclaré, qui est Monsieur André Villemain. Mais il y a la possibilité ce soir, donc André vient de se lever, il y a la possibilité ce soir de vous déclarer spontanément parmi les membres du conseil du collège des associations. Alors avant de donner la parole à André, y a-t-il une autre candidate ou un autre candidat à la vice-présidence de ce collège? Alors André, en 1 minute. Je cause pas. Alors très bien. Donc je vais vous demander, vous avez des petits papillons. Alors qui est contre? Alors, seul vote, bien sûr, voilà. Le collège des associations, on est bien d'accord. Hein. Qui est pour? Vous avez les petites feuilles vertes, ça fera plaisir. Bon, ben, donc, très bien. À la majorité. Bravo André Villemain. Donc André Villemain, vice-président du collège des associations. Second collège. Alors le collège des syndicats. Aucun candidat déclaré à ce soir. Est-ce que parmi les syndicats qui sont présents ce soir, il y a une ou un candidat? S'il n'y en a pas, on reportera les votes ultérieurement.
Messieurs, mesdames, du collège des syndicats? Non? Personne? Eh bien, bon, c'est un collège auquel on fera les élections ultérieurement. Collège des services publics, une candidate déclarée, Odile Banet, à qui je vais demander de se lever. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats ce soir dans ce collège? Non? Très bien. Donc, je vais vous demander de voter. Alors, qui est pour? Ce sera plus rapide. Uniquement le collège des... Très bien, à l'unanimité. Bravo, Odile. Le collège des personnes qualifiées, nous avons un candidat, Michel Clerc, à qui je vais demander de se lever. Y a-t-il d'autres candidats dans ce collège? Non. Qui est pour? Très bien. Donc c'est un collège de 10 personnes, il y a 6 majorités. Très bien. Bienvenue, Michel. Collège des citoyens volontaires. Nous avons un candidat déclaré, donc qui est M. Friot, Nicolas. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats ce soir? Ah, il y en a plusieurs. Très bien. Alors, donc, vous avez un micro à côté de vous. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, très rapidement. Quelques mots. Rapidement, bon, je suis en retraite. Mon dernier travail dans la région, c'était le directeur de Centre Belchamp. Je me présente sur le principe que je suis contre les élections où il y a un seul représentant. Mais je suis très motivé pour l'accomplir au cas où. Donc vous êtes Monsieur Alvarez Campagna, c'est ça? Très bien. Manuel González, c'est plus simple. Alvarez Campagna, c'est parce que je suis d'origine espagnole, nom du père et nom de la mère. Je vous remercie. C'est bon, ça marche. Sacha Nicolic, donc j'ai 35 ans, je travaille chez PSA, en fait je suis acheteur et je ne me présente pas parce qu'il y a un seul candidat, enfin parce qu'on pensait qu'il y avait un seul candidat, simplement je souhaiterais pouvoir m'investir plus amplement. Voilà. Bon, très bien. Alors, étant donné que les deux ont pris la parole, donc Monsieur Friot, mais très rapidement, puisque vous avez envoyé votre lettre à l'ensemble des membres du collège. Oui, absolument. C'est ce que je voulais dire simplement. J'ai déjà pris le soin de rencontrer les uns les autres pour me présenter à eux. Donc je n'ai rien de plus à rajouter. Tout a été dit dans le compte-rendu des concertations que je vous ai adressées hier. Voilà, merci. 3 candidats. Il n'y a pas de candidate. On va nous... Non. Mesdames, ne nous en voulez pas. C'est vrai que la parité n'est pas très, très respectée ce soir. Donc, alors on va procéder. Donc, Monsieur Friot étant le premier à être déclaré, qui est pour Monsieur Friot? Je vous demande de bien lever la main parce que là, pour le coup, le comptage va être important. Je vais demander à Sylvie de compter avec moi. Donc, tous ceux qui ont un carton jaune, donc lèvent la main. Alors, levez bien la main, s'il vous plaît. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, il me faudra le total des présents. Hein. Qui est pour Monsieur Manuel González? Pour Monsieur Manuel González. Donc, 2, 3. 1, 2, 3. Levez bien haut, s'il vous plaît. Hein. 3. D'accord. Et pour Monsieur Nicolic, donc qui est pour Monsieur Nicolic? Levez bien la main, s'il vous plaît. Donc, ceux qui ont des pouvoirs, hein, n'hésitent pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, le compte... Donc, Monsieur Nicolic, donc un mot et bienvenue. Merci de votre confiance pour ceux qui m'ont élu. Donc, je voudrais vous remercier. Merci en tout cas aux candidats et merci à vous pour votre présence nombreuse et votre motivation. C'est très enthousiasmant. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Yves Saint-Omer, mais avant tout, M. Lamarre va présenter M. Saint-Omer. Oui, quelques mots pour notre...
Pardon. J'ai oublié un collège, et qui n'est pas des moindres. Aïe, aïe, aïe. Le collège des entreprises et du milieu du monde économique, mon Dieu. Nous avons un candidat déclaré, qui est Éric Belfils. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats? Alors, qui est pour Éric Belfils? Avec mes excuses. Très bien. Éric, bienvenue. C'était vraiment pas volontaire, hein. Voilà deux mots pour vous présenter notre conférencier de ce soir. Donc, Yves de Saint-Omer, Monsieur le Président, vous l'avez présenté brièvement, un membre de l'Institut universitaire de France, professeur de sciences politiques et chercheur. Il a écrit de nombreux ouvrages, une douzaine d'ouvrages. Oh, j'ai fait simplement une petite recherche Internet, il n'y a rien de... Donc, je vais vous livrer quand même les titres, ils sont assez intéressants. La démocratie impossible, la citoyenneté multiculturelle, gestion de proximité et démocratie participative, le pouvoir du peuple, la démocratie participative, petite histoire de l'expérimentation démocratique. C'est dire si notre conférencier de ce soir, je veux dire, est l'expert et a la légitimité pour s'exprimer en ces lieux. Donc son propos sera un petit peu de nous brosser un tableau général de cette fameuse participation de la société civile, quels sont les défis économiques, socio-écologiques qui interpellent cette société civile, comment répond-elle? Bref, nous donner un petit peu d'actualité sur l'extérieur dont je parlais tout à l'heure. Donc je cède tout de suite la parole à Yves de Saint-Omer, que je remercie beaucoup parce qu'il va se lever très tôt demain matin, à 5 heures du matin, pour aller professer à l'université de Neuchâtel, et je le remercie d'avoir fait l'effort de rester parmi nous, d'avoir subi un petit peu ce protocole pour qu'on l'entende. À vous la parole et merci encore. Merci, Monsieur le Président. Merci au comité de développement du pays de Montbéliard et agglomération de m'avoir invité ici. Ça me donne l'occasion de revenir dans des lieux que j'avais fréquentés avant d'avoir les cheveux blancs. À l'époque, j'habitais dans le sud de la région, à Dole et puis à Besançon, où j'ai fait mes études. Je voudrais partir... Comment on fait? Je voudrais partir d'un paradoxe. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant de pays formellement démocratiques à l'échelle internationale, et il n'y a plus d'adversaire global de la démocratie comme système de gouvernement. Et on a vu avec les révolutions arabes que des peuples qui en étaient privés étaient désireux de l'avoir. Et en même temps, il y a une profonde méfiance qui s'est installée dans les anciennes démocraties. Et on voit bien également avec les évolutions récentes que l'instauration de régimes formellement démocratiques ne résout pas, en Égypte par exemple, tous les problèmes d'un seul coup. La défiance qui s'est installée n'est pas un phénomène conjoncturelle, elle se confirme année après année. Lorsque l'on demande aux citoyens ce qu'ils pensent de leurs responsables politiques, les réponses sont, y compris injustes, par rapport à tous ceux et toutes celles qui s'engagent dans cette activité. On sait que les maires sont la figure la plus reconnue, aimée, appréciée par les citoyens. Il n'empêche que c'est sur une base tout de même extrêmement faible, avec y compris d'ailleurs des impressions de corruption massive du système politique qui renvoient sans doute au fait, non pas de la corruption au sens fort du terme, mais au sentiment subjectif que les élus s'occupent d'abord d'eux-mêmes et pas des citoyens. Et lorsqu'on demande les institutions dans lesquelles les citoyens ont confiance, les chiffres se confirment également. Hôpitaux, police sont bien accueillis, mais les partis politiques viennent en bon dernier, 2 fois moins que les banques en pleine crise du capitalisme financier, c'est dire. On pourrait se dire, finalement, ce sont les pays les plus touchés par la crise économique et sociale qui sont comme ça. Regardez, en Allemagne, les élections ont reconduit la chancelière Angela Merkel au pouvoir, et finalement, la participation a même augmenté un petit peu aux dernières élections. Et pourtant, lorsqu'on demande aux citoyens allemands ce qu'ils pensent de la politique, les réponses ne sont pas très différentes. Et lorsqu'on leur demande en particulier s'ils pensent que ces responsables peuvent répondre aux défis du futur, seuls 10%
répondent positivement, un chiffre qui est extrêmement faible, malgré la bonne tenue économique du pays. Et les choses sont à peu près les mêmes dans la plupart des pays européens. Parallèlement, les citoyens, non pas tous, mais un nombre important d'entre eux, se déclarent prêts à participer à la politique au-delà des élections et ont des forts doutes sur le fait que les responsables politiques pourraient ouvrir des voies réelles pour leur permettre de réaliser ce souhait. Il me semble que ce constat renvoie à une crise qui est extrêmement profonde, ou plus exactement à la coïncidence de crises qui sont en elles-mêmes largement indépendantes les unes des autres, mais dont les effets se font sentir aujourd'hui et se cumulent aujourd'hui. Une crise d'un modèle de développement du capitalisme financier qui aujourd'hui, on le voit bien, n'a toujours pas été véritablement affronté, mais également, sur un temps plus long, un mode de développement industriel. On est dans un pays fortement industrialisé, ou qui l'était, qui pose des problèmes écologiques croissants. Sur un temps encore plus long, l'Europe est en voie d'être provincialisée dans un monde dont les équilibres ne sont plus du tout ceux qui s'étaient instaurés à partir du moment où la colonisation avait mis l'Europe au centre du monde. L'État est de moins en moins capable nationalement d'agir, et la démocratie qui s'était coulée dans l'État-nation est de ce fait également remis en question. Mais au-delà, il y a des facteurs proprement politiques. Lorsqu'on regarde l'importance des transformations sociales, pensez à la société française avant et après Internet et les réseaux sociaux, et pensez à la politique au même moment, eh bien finalement l'évolution du système politique est beaucoup moins importante et on peut avoir l'impression que ce système politique fait largement du surplace, avec un facteur spécifique qui aggrave. Pendant, grosso modo, une bonne partie du XXe siècle, les partis politiques avaient été capables d'organiser la société autour d'eux, à travers des associations, à travers les municipalités, etc., et de jouer un rôle de canal de communication efficace entre la société civile et l'État. Et aujourd'hui, les partis restent, continuent à sélectionner le personnel politique, mais ne représentent plus ce canal de communication et d'organisation de la société qu'ils pouvaient représenter autrefois, et cela n'est pas un phénomène spécifiquement français, loin de là. Du coup, la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est est-ce que la participation peut intervenir pour contribuer à résoudre cette crise du politique et à redonner du dynamisme politique, en particulier si on s'attache au niveau local. Et pour cela, j'aurai deux grandes parties. D'abord, un bilan sur la démocratie de proximité à la française. Ensuite, une interrogation sur d'autres développements, d'autres paradigmes. Et puis, en conclusion, une réflexion sur la façon dont la participation peut ou non contribuer à un renouvellement de la démocratie. Alors, les conseils de développement sont issus de la loi Voynet en 1999. D'une certaine manière, c'est une loi qui vient 2 ans plus tard, qui a posé peut-être le mieux les termes d'un débat qui était assez similaire en 1999. Lorsque la loi Vaillant, la loi sur la démocratie de proximité est adoptée, on avait grosso modo 3 positions. On avait d'abord des réticents qui disaient que finalement, on n'administre bien que de près, mais on ne gouverne bien que de loin. Ils se retrouvaient dans tous les camps politiques. L'idée, c'était que si on donne de la voix et du pouvoir à des citoyens non élus, on va avoir des féodalités qui vont s'instaurer, ce camp était finalement très minoritaire dans une phase où l'exigence de renouvellement de la vie politique était partagée assez largement par l'ensemble des camps politiques. Le camp des partisans majoritaires de la loi, qui a eu une écrasante majorité à l'Assemblée nationale comme au Sénat, proposait une version atténuée du schéma classique. On continuait à avoir des élus qui seuls pouvaient interpréter l'intérêt général et qui, en conséquence, pouvaient prendre les décisions, mais il était reconnu comme légitime et souhaitable que les intérêts particuliers puissent s'exprimer dans le processus participatif, avec du coup une division du travail entre, d'un côté, les élus incarnant l'intérêt général, prenant les décisions, et les dispositifs participatifs apportant des intérêts particuliers, permettant aux élus de prendre cette décision en connaissance de cause. Avec une écoute sélective, c'est-à-dire les élus lancent le dialogue,
essayent d'instaurer un dialogue de qualité, et à la fin de ce dialogue, sont les seuls à pouvoir faire la synthèse du débat qui a été mené, sans avoir de règles à suivre pour faire ce débat, et souvent d'ailleurs sans avoir de compte à rendre sur les choses qui auraient pu émerger du débat. Et puis il y avait un petit groupe plus participationniste qui opposait à la démocratie de proximité la démocratie dite participative, et qui disait que dans cette perspective-là, il fallait être plus actif, avec une implication directe des participants dans la prise de décision, avec d'une certaine manière un certain partage du pouvoir, ce camp était à l'époque très minoritaire. Aujourd'hui, les mots ont changé, la démocratie participative est employée de façon assez large et n'est plus réservée à un petit groupe. Est-ce que c'est simplement un changement sémantique pour dire la même chose, ou est-ce qu'il y a eu des transformations ? Si on revient sur le bilan des lois de 1999 et de 2002, il faut noter que le sens de la proximité à l'époque était double. La proximité, c'était d'abord priorité au local, la proximité géographique, mais c'était aussi un sens communicationnel. Proximité entre les décideurs et les citoyens. Et d'une certaine manière, on était dans un processus qui se faisait sur la vague de la décentralisation. On faisait une étape supplémentaire de la décentralisation, mais sans donner de pouvoir de décision, de codécision au dispositif participatif, avec 3 grands dispositifs phares, les conseils de développement, les conseils de quartier et la Commission nationale du débat public. Il y en avait d'autres, mais je résume mon propos à l'essentiel. Conseils de développement, vous les connaissez mieux que moi. Je voulais simplement souligner que dans le modèle conseil de développement, le public visé, c'est un partenariat entre des élus, des milieux socio-professionnels, associatifs. On a vu les différents collèges aujourd'hui. Les conseils de quartier, alors qu'il y a des schémas extrêmement différents d'une ville à l'autre, ce qu'il faut noter, c'est que le cœur des conseils de quartier, ce sont des habitants mobilisés, des habitants volontaires, avec des résultats très contrastés. Beaucoup de conseils de quartier s'essoufflent aujourd'hui. On sent un problème de renouvellement et de fonctionnalité de ces instances créées il y a maintenant plus de 10 ans. La France est la championne d'Europe des conseils de quartier. On doit en avoir peut-être la moitié de ce qu'il y a en Europe. L'enjeu est d'instaurer cette communication continue entre décideurs et citoyens, et très clairement, on reste dans un cadre purement consultatif et d'un dialogue qui peut être de plus ou moins bonne qualité en fonction des réalités locales. La Commission nationale du débat public et ses équivalents régionaux est un instrument qui a pris de l'ampleur, qui a été imité dans d'autres pays européens, qui n'est pas cantonné au local, mais qui a vocation à s'étendre à l'échelle de grands projets, à l'échelle du pays, mais elle reste dans le paradigme de la proximité également, au sens où c'est un débat public, c'est un débat qui n'a aucun caractère décisionnel, il n'y a même pas de recommandation en soi, il y a simplement, à l'issue de ce processus, un état du débat, des discussions qui ont été menées, et de ce fait, il y a une contestation croissante de cette procédure par des groupes qui disent que l'option 0, l'option de refuser le projet, n'est pas véritablement envisagée et que du coup, s'engager dans ce processus de débat revient à cautionner des décisions qui, dans leur détail, peuvent être modifiées, mais qui, dans leur fond, ont déjà été prises. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'est apparu, ce n'était pas prévu par les lois de 1999 et 2002, mais c'est beaucoup développé au cours de la dernière décennie, les jurys de citoyens et autres dispositifs assimilés qui, eux, s'adressent non plus comme la CNDP ou les conseils de quartier aux habitants volontaires, aux citoyens volontaires, ou aux forces organisées comme les conseils de développement, mais qui, au contraire, procèdent par tirage au sort, pour avoir un échantillon représentatif ou au moins divers sociologiquement de la population, qu'il n'y ait moins de têtes grises, plus de jeunes que dans un conseil de développement ou dans un conseil d'université d'ailleurs. Ces dispositifs restent aussi la plupart du temps dans le cadre de la proximité, ils sont la plupart du temps consultatifs. On a cependant quelques expériences, notamment on en a eu dans la capitale allemande,
qui consistait à donner un fonds d'1 demi-million d'euros à chacun des conseils de quartier, des jurys citoyens, excusez-moi, structurés de cette manière dans les quartiers politiques de la ville, de la capitale allemande. Donc un pouvoir de décision sur des sommes modestes mais non négligeables. 1 demi-million d'euros, on peut déjà dans un quartier faire des choses, tous les ans ou tous les 2 ans selon les cas. Ce que je voudrais maintenant aborder, c'est d'autres développements, d'autres paradigmes. Alors, nous sommes à la frontière suisse, nous avons beaucoup, et j'en fais partie d'une certaine manière, même si je viens de plus loin, nous avons beaucoup de frontaliers dans cette région. Il me semble que nous pourrions nous inspirer de pratiques qui se font largement de l'autre côté du Jura. Il y a au-delà de la Suisse, un développement tout à fait net, à l'échelle internationale, des procédures de référendum, d'initiative populaire, de référendum d'initiative populaire, comme on dit en France, de référendum révocatoire. Grosso modo, dans les vagues de démocratisation successives qui ont parcouru le monde, presque à chaque fois, ces procédures sont institutionnalisées plus ou moins fortement, plus en Amérique latine, plus aujourd'hui en Allemagne, qui a vu aujourd'hui se répandre cette modalité à l'échelle locale et régionale qui était presque inconnue il y a encore 1 ou 2 décennies. Et on pourrait dire ça revient à faire une prime au populisme, à donner du pouvoir de décision aux incompétents, mais finalement, regardons la Suisse, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, ces procédures de démocratie directe qui existent à tous les niveaux, depuis le quartier jusqu'à la fédération, n'ont pas empêché la Suisse d'être l'un des pays les plus prospères d'Europe. Il faut noter que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose d'assez différent qui est en cours et qui est largement partagé par tous les bords politiques, et qui renvoie peut-être un peu à l'expérience de Berlin. C'est l'idée qu'il faut donner du pouvoir, que la décentralisation doit aller jusqu'aux communautés locales, le langage anglo-saxon disant pour les communautés locales ce qu'on dirait nous au quartier, disons aux habitants d'un quartier. L'idée étant que cette décentralisation doit aller au plus près, doit aboutir à donner un véritable pouvoir aux instances participatives micro-locales. Et dans le monde anglo-saxon, comme dans une partie du Sud global, ces dispositifs se développent de façon non négligeable, avec l'idée que cela permet un engagement beaucoup plus important des citoyens qui voient le résultat direct des actes qu'ils ont et qui gèrent les projets qu'ils ont adoptés. Cette idée d'un développement communautaire dans le langage anglo-saxon, d'un empowerment, d'un pouvoir d'agir plus important donné aux habitants, est l'un des grands ressorts de la participation à l'échelle locale dans le monde en général, et en particulier dans le monde anglo-saxon pour ce qui est de l'Europe, alors que la France reste presque indemne, entre guillemets, de ce genre de développement. Un autre dispositif que l'on peut citer, c'est les budgets participatifs qui permettent à des citoyens non élus d'être associés à la définition des budgets publics. Ça a été inventé il y a une vingtaine d'années. Il y a eu un développement extrêmement important de ce type d'instances à l'échelle internationale. La Pologne, par exemple, aujourd'hui, est l'une des championnes du monde parce qu'elle a instauré une loi qui oblige, ou qui en tout cas incite très fortement toutes les communes rurales à développer ce genre de procédures si elles veulent recevoir des subventions de l'État central. C'est quelque chose qui a été inventé au Sud et qui a été importé dans les pays du Nord, quelque chose finalement d'assez peu fréquent. En général, l'innovation démocratique, elle venait des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord et puis elle a été exportée dans le sud de la planète. Aujourd'hui, on a des mouvements en sens inverse. C'est vrai aussi, si j'avais plus de temps, je l'aurais expliqué, pour les dynamiques d'empowerment, de pouvoir d'agir, avec des expériences en France, notamment à l'échelle régionale, à l'échelle municipale, elles ont assez largement échoué, ou en tout cas elles se sont étiolées, à l'inverse d'une série de nos voisins européens, notamment allemands, où les budgets participatifs se font à travers Internet, essentiellement. L'un des succès qui explique sans doute l'une des raisons, qui explique sans doute le succès des budgets participatifs,
c'est qu'ils instituent un mode différent de participation par rapport au conseil de quartier, par exemple. Dans le conseil de quartier, ou plus largement dans les modes de participation traditionnels, sont organisées des séries de discussions entre les décideurs et un groupe de citoyens d'un quartier, les décideurs et un groupe de citoyens d'un autre quartier, ou, au-delà des quartiers, d'une partie de la société, le club de foot ou les clubs de sport, les associations culturelles, etc. Dans cette logique de dialogue vertical entre un groupe de citoyens et les décideurs, la pente naturelle est que le groupe de citoyens défende son bout de gras, réclame tel investissement en râlant pour l'avoir, ou à l'inverse refuse telle implantation peu souhaitable en disant ça peut se faire mais pas ici. Cet esprit de clocher tend assez naturellement à être favorisé par ce type de participation. J'aime à citer l'exemple de la rue Jourdain, je crois que c'est à Tours, une municipalité avec une volonté de participation tout à fait réelle. Un conseil de quartier demande un sens unique dans la rue Jourdain parce que la circulation est gênante. Les services techniques de la ville étudient la proposition, ils disent qu'après tout c'est raisonnable et le font. Mais du coup la circulation se déporte dans l'autre quartier qui demande à son tour l'interdiction de la circulation. Les services techniques se disent après tout pourquoi pas, mais un deuxième panneau sens unique, donc du coup la rue Jourdain devient piétonne. Et le maire dit, vous voyez bien, s'il n'y avait pas les élus pour incarner l'intérêt général, ce serait le bazar. Mais on peut se demander si le problème n'est pas dans le dispositif adopté. Et précisément, ce qui change avec les budgets participatifs, c'est qu'ensuite ces discussions entre les décideurs et un groupe de citoyens sont organisées des discussions horizontales entre les différents groupes de citoyens. Et du coup, les citoyens sont obligés de se justifier par rapport à d'autres citoyens pour expliquer pourquoi notre demande est prioritaire par rapport à la vôtre, ou notre refus d'avoir telle implantation polluante, par exemple, peut se justifier, et pourquoi il vaudrait mieux que ça soit chez vous plutôt que chez nous. Du coup, c'est une autre construction de l'intérêt général qui est visée. Nous ne sommes plus dans le cadre de la proximité, loi Vaillant, où l'intérêt général est le monopole des élus et où les intérêts particuliers sont exprimés par les citoyens, mais dans le cadre d'une dynamique où l'intérêt général se construit collectivement. Et après tout, pensons à beaucoup de choses qui se font dans la société. Les réseaux sociaux fonctionnent largement comme ça. Pensez aussi aux romans. L'avant-garde littéraire du XXe siècle avait inauguré des romans à plusieurs voix qui avaient été des échecs commerciaux il y a un siècle. Aujourd'hui, dans les gares, on achète des romans qui sont à plusieurs voix et la politique reste étrangement beaucoup plus monologique qu'autrefois. Et puis, peut-être, une des caractéristiques, je l'ai évoqué tout à l'heure, des conseils de développement, c'est d'associer différents secteurs de la société. Je crois que c'est une des forces des conseils de développement. À l'échelle globale, à l'échelle nationale, excusez-moi, d'une certaine manière avec d'autres modalités. Le Grenelle de l'environnement a représenté quelque chose de similaire. Il y avait sans doute une part de coût politique, au moins pour certains acteurs, dans le Grenelle de l'environnement, et en même temps, il y avait plus qu'un coût politique, et il n'y avait pas seulement des avis, mais il y avait des recommandations assez fortes pour qu'il y ait des législations adoptées à l'issue du Grenelle. Comme on sait, les suites ont été contrastées. Il n'en reste pas moins que c'est sans doute un des dispositifs qui pourrait être considéré comme un exemple, comme un modèle. Et on peut citer au Brésil le fait que des choses de ce type-là existent, non pas simplement ponctuellement, mais régulièrement, non pas simplement sur une question, mais sur beaucoup de questions sociales. Et Dilma Rousseff a dû d'ailleurs se mordre les doigts de ne pas en avoir organisé sur le thème des transports, qui a été au centre des manifestations de juin dernier. Et cela part du local pour aller jusqu'au national, avec plusieurs millions de Brésiliens qui participent à ces dynamiques. Il est probable qu'on en ait plus d'écho, y compris en Europe, dans les années qui viennent. Et puis également, le tirage au sort que j'avais évoqué à l'échelle micro-locale et consultative avec les jurys citoyens a pu être utilisé dans d'autres procédures. Ici, dans un des États fédérés du Canada, il s'agissait d'adopter une nouvelle loi électorale, et il avait été jugé qu'il valait mieux donner
l'initiative de rédaction de cette nouvelle loi électorale, plutôt qu'au parti qui était jugé parti, à une assemblée citoyenne tirée au sort, qui a travaillé pendant un an, fait des propositions qui ensuite ont été soumises à référendum. Et l'une des choses intéressantes dans cette perspective, c'est que la justification qui avait été donnée, c'était de dire nous allons créer de nouveaux types de représentants. J'ai été amusé lorsque tout à l'heure vous avez dit que les membres du Collège des citoyens volontaires représentaient les 29 communes du pays de Montbéliard, mais qu'ils n'étaient pas des représentants. Vous vouliez dire qu'ils ne sont pas des représentants au sens élu, ils n'ont pas été élus. Mais en même temps, on peut penser que les représentants, ce ne sont pas simplement les représentants élus, qui constituent certes le cœur de nos systèmes démocratiques, mais que la représentation est beaucoup plus plurielle et que de nouveaux types de représentants peuvent s'ajouter aux anciens, comme ici dans cette expérience où l'idée était d'avoir des représentants tirés au sort en tant que citoyens ordinaires pour une durée limitée, avec un mandat extrêmement précis et sans être des professionnels de la politique. Alors, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur la participation et le futur de la démocratie? Je voudrais défendre une thèse. J'en étais à peu près convaincu depuis un certain temps, mais les évolutions politiques me la font exprimer avec sans doute plus de vigueur qu'auparavant. Je pense que le paradigme de la proximité, dans lequel la démocratie participative à la française, avec ces deux lois notamment, mais pas simplement, a été coulé, a permis beaucoup de choses, a permis plein d'expérimentations, certaines de piètre qualité, beaucoup de grande qualité, qu'il y avait beaucoup de choses positives dedans, mais qu'à l'évidence, ça n'a pas résolu la défiance par rapport à la politique, ça n'a pas résolu la crise du politique, et aujourd'hui, ce qui était, il y a 12 ans, un pas en avant, risque, si on en reste là, de se transformer en piège. Et il me semble qu'il faut aller au-delà. Et qu'aujourd'hui, au-delà de la proximité, il est urgent de mettre en place d'autres dynamiques. Cela ne renvoie pas à une dichotomie qui serait entre le local et le national. Dans les exemples que j'ai cités, par exemple le développement communautaire à l'anglaise, les budgets participatifs inventés dans le Sud et importés dans le Nord, les référendums d'initiative populaire, voire également des jurys citoyens, il peut y avoir une autre construction plus collective, plus coopérative de l'intérêt général que dans ce qui était imaginé par les concepteurs de la loi de 2002. Et il peut y avoir un partage du pouvoir beaucoup plus important que celui qui est généralement envisagé dans notre pays. La proximité, au sens où je l'ai employé ici, c'était certes le local, mais c'était aussi de façon intrinsèque l'idée de cette communication de proximité sans qu'il y ait une véritable reconnaissance d'une construction collective de l'intérêt général et d'un véritable partage du pouvoir. Il me semble que dans cette perspective-là, aller au-delà de la proximité ne veut pas dire se passer du local, mais faire du local un tremplin pour entamer des démarches qui peuvent valoir au niveau local, mais qui peuvent valoir également au niveau national. Et j'ai fait quelques allusions rapides dans mon exposé à ce genre de choses et de dispositifs qui peuvent avoir une ampleur qui est à la fois locale, régionale et nationale. Il me semble que de ce point de vue-là, nous avons une mutation en cours importante dans les dispositifs participatifs. Pour partie, il y a des effets de mode qui sont évidents, des effets d'opportunité politique, mais il me semble que cela va également au-delà et qu'il y a un développement impressionnant un peu partout en Europe et un peu partout dans le monde, et qu'on a un peu l'impression qu'un basculement est en cours, qu'il n'est pas acquis, mais qu'il est assez largement engagé. Et dans cette évolution, la France est une puissance moyenne, un peu comme elle l'est au niveau économique. Nous avons des choses, mais nous ne sommes pas à l'avant-garde et nous ne sommes pas à la pointe. Et il me semble qu'il y a intérêt à avoir une réflexion, y compris en regardant les pratiques des pays voisins, mais aussi des pratiques venues des pays émergents, pour essayer d'aller au-delà, ou en tout cas de ne pas être distancé.
À l'évidence, il n'y a pas de solution clé en main. À l'évidence, on ne peut pas appliquer mécaniquement un modèle imaginé dans un pays et l'appliquer dans un autre. À l'évidence, il faut de l'expérimentation, et ce ne sont pas non plus les professeurs d'université qui vont donner les clés de la chose. D'ailleurs, ils réfléchissent très largement à partir des innovations des acteurs. Ce qui est sûr, c'est que la crise du politique est une crise durable, qu'elle ne se résoudra pas simplement par des aménagements à la marge, et que dans cette situation structurelle, la participation est peut-être une opportunité. Est-ce qu'on a le choix finalement de la développer ou pas? Je dirais oui et non. On a le choix parce qu'on n'est pas obligé de développer des instruments participatifs. Il me semble que si on veut redynamiser la politique, alors on n'a pas le choix. Et pour conclure, je voudrais aborder les scénarios du futur. Alors évidemment, la futurologie, c'est toujours un exercice délicat. C'est vrai pour la météorologie, c'est vrai dans une moindre mesure pour les prévisions climatiques. C'est encore plus vrai quand on essaye de se pencher sur les évolutions sociales et les évolutions politiques. Mais il me semble qu'en essayant de voir quelles sont les tendances actuelles, et en essayant de projeter les tendances actuelles sur le futur, quels sont les scénarios peu réalistes et quels sont les scénarios réalistes d'évolution de notre système politique ou des systèmes politiques européens en général. Un scénario qui me semble irréaliste, c'est le statu quo. Il me semble que nous sommes dans une crise à la fois spécifique du politique et une crise plus globale des sociétés européennes qui rend peu plausible le fait qu'on puisse ne rien faire et qu'on puisse se contenter d'aménagements à la marge. Malheureusement, il me semble qu'au niveau national, l'essentiel du personnel politique a du mal à se projeter dans une réforme beaucoup plus forte du système politique, et que d'ailleurs, très largement, mes collègues professeurs de sciences politiques sont aussi polarisés là-dessus. Deuxième scénario qui me semble improbable, un retour en arrière. Un retour dans les grandes années des 30 Glorieuses, de l'État-providence, des partis de masse, recréation de nouveaux partis qui retrouveraient une grande légitimité. Il me semble que l'histoire ne présente pas ou très peu d'exemples de retour en arrière réussis. En général, ce sont plutôt des régressions. Et par ailleurs, on n'a aucun exemple à l'échelle européenne de véritable retour en arrière. Dans le meilleur des cas, on a des statu quo qui ne sont pas trop contestés. Et dans la plupart des cas, on a une forte contestation de ce qui se passe. Troisième scénario qui me semble peu réaliste, une domination ouverte de la technocratie. On mettrait finalement de côté les responsables politiques, on les cantonnerait à un rôle d'apparat, et puis on aurait des technocrates qui prendraient des décisions politiques, entre guillemets, au nom de leur savoir expert. Il me semble que ce scénario de la domination ouverte de la technocratie est peu probable, et on a vu avec l'évolution du gouvernement italien, un technocrate arrive, pendant un an il gouverne, mais lorsqu'il s'agit de se reprojeter dans une nouvelle étape, eh bien il disparaît à peu près de la scène politique et de la scène tout court. Et puis l'autre scénario, évoqué par exemple dans des franges radicales du mouvement écologiste, l'idée que finalement on peut laisser le centre et que l'important se passe dans les marges et dans les périphéries, certes insiste sur la créativité des marges et des périphéries, et sur Internet c'est pas négligeable, mais ne fait l'impasse trop facilement sur la nécessité de régulation centrale. Il me semble qu'il y a 4 scénarios qui sont plus réalistes. Le premier, qui me semble le plus réaliste pour notre pays, est un scénario de ce qu'un collègue, Colin Crouch, en Angleterre, appelle la post-démocratie. La façade politique reste, on a le système qui continue, c'est le statu quo, mais les décisions les plus importantes sont prises ailleurs. Il me semble que c'est malheureusement le scénario le plus probable aujourd'hui, au moins à l'échelle nationale. L'échelle locale permet sans doute plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, quand on pense à la force des agences de notation, des marchés, mais aussi de l'ensemble de ces commissions qui, à toutes les échelles, et pas simplement à l'échelle européenne, prolifèrent, on a une dynamique d'évolution dans laquelle la politique représentative, telle que nous l'avons connue, continue largement intacte, en apparence, mais voit son pouvoir, sa sphère d'influence, ses marges d'action se restreindre de plus en plus. Et dans ce cadre-là, on comprend les sondages que j'évoquais initialement sur finalement la défiance que les citoyens peuvent avoir quant à la politique pour répondre aux défis du futur.
Deuxième scénario, plus rapidement, une involution autoritaire. On l'a vu dans plusieurs pays européens, y compris à l'intérieur de la communauté économique européenne. Je crois qu'on ne peut jamais exclure un scénario autoritaire et que la France n'en est pas indemne, a priori, et que le futur est ouvert. Ce n'est pas le plus probable, mais le futur me semble ouvert. Le scénario de l'écroulement, on n'en est pas là, heureusement, mais dans l'Union européenne, il y a des pays qui sont fortement touchés par ce scénario-là. Et là encore, les choses ne doivent jamais être exclues. Et puis le dernier scénario, serait celui d'une démocratisation de la démocratie, entre guillemets, le scénario où la participation viendrait rejoindre la politique traditionnelle. Je l'appelle le scénario islandais parce que le pays était mis à genoux par la crise de ses banques, un peu comme la Grèce, et qui a eu un vaste processus passant par de nouvelles élections, un nouveau gouvernement, puis d'ailleurs encore un autre l'an dernier, des manifestations de rue, des réunions entre syndicats et patronat pour réélaborer un nouveau pacte social, des assemblées citoyennes tirées au sort pour essayer de poser les bases sur lesquelles devait se refonder le pays, l'élection d'un comité constituant de 25 personnes composées de citoyens ordinaires, les responsables politiques de profession ne pouvaient pas s'y présenter, pour rédiger un projet de nouvelle constitution. Un changement de gouvernement, de majorité politique l'an dernier rend peu probable que le projet tel qu'il avait été élaboré soit adopté en l'état. Il n'empêche qu'on a eu un processus où il y avait un élargissement de la démocratie qui ne niait pas un rôle central aux élections et à la politique représentative et au Parlement classique, mais qui les insérait dans un processus beaucoup plus ample. Il me semble que la politique au XXIe siècle ne sera pas la politique du XXe siècle. Ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça se trompent. Au XXe siècle, on a eu des changements radicaux par rapport au XIXe siècle, sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan politique. Il me semble que nous avons intérêt aujourd'hui, depuis l'échelle locale jusqu'à l'échelle internationale, intérêt à nous projeter dans ce que pourraient être des scénarios dynamiques du futur. J'avais noté dans l'introduction de Pierre Lamarre les mots fortement prononcés d'innovation, de créativité sur les plans culturels, économiques. Il me semble qu'il faut faire preuve également d'innovation et de créativité sur le plan politique, faute de quoi le politique continuera de susciter une défiance croissante, et que dans cette projection-là, la participation qui se fait aujourd'hui en France et ailleurs peut être un tremplin, et que dans ce cadre-là, il est presque sûr que la place des élections et des représentants élus continuera d'être importante, mais sera relativisée. Est-ce qu'elle sera relativisée au profit d'instances citoyennes, en partie, permettant une participation de l'ensemble des couches de la société, ou est-ce qu'elle sera relativisée au profit d'instances technocratiques purement et simplement et du pouvoir des marchés? La chose est ouverte, mais il me semble que l'enjeu n'est pas négligeable. Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur de Saint-Omer. Il est tard. Mais ce que vous nous avez dit donnait à penser, a suscité peut-être dans la salle quelques questions. Donc on va prendre 5 minutes pour éventuellement avoir un rapide dialogue avec vos propos. Je pense qu'il y a des élus politiques, il y a des gens qui croient beaucoup à la démocratie participative. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle. Donc je vous prie de vous manifester rapidement et de poser une question brève. Alors, pendant que les questions essaient de maturer, moi j'ai été surpris. Ah, il y a une question, Odile. Oui, j'ai eu l'occasion, le hasard des calendriers fait que j'ai eu l'occasion d'aller écouter Didier Lapeyronie vendredi après-midi à Paris sur la question de la participation citoyenne dans les quartiers. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans le pays de Montbéliard, nous sommes très concernés par la question des quartiers populaires, sensibles,
quelle que soit la manière, l'adjectif dont on les qualifie. Et si j'ai bien compris la thèse de Didier Lapeyronnier, et je voudrais vous faire réagir, Didier Lapeyronnier expliquait que selon lui, le délitement du lien social dans les quartiers et la difficulté à voir les habitants se mobiliser pouvait se résoudre via une mobilisation, et je trouve que ça rejoint un peu, si j'ai bien compris, ce que vous nous avez dit sur les budgets participatifs. Cette question de l'insuffisance de la participation des habitants dans les quartiers pouvait se résoudre via la mobilisation sur des intérêts immédiats et extrêmement concrets. Je ne sais pas déjà si vous partagez ce point de vue. Et puis, la question que je n'ai pas pu lui poser, donc je vous la pose à vous, c'est et comment ensuite on passe d'une mobilisation sur des intérêts presque, j'allais dire, égocentriques ou égocentrés à quelque chose de plus général. Merci. Alors, je rejoins assez largement l'analyse de Didier Lapeyronnier. Il y a une commission qui s'est tenue à l'initiative du ministre de la ville, je ne sais pas si c'est ministre ou secrétaire d'État, je crois que c'est ministre de la ville, bref, sur la participation dans les quartiers cette année, dans laquelle j'ai participé, mais qui était dirigée par Marilène Baquet et Mohamed Benbrouche, je crois, qui a proposé une série de pistes audacieuses en disant, comme on parle d'un plan Marshall socio-économique pour les quartiers, il faut parler d'une transformation radicale de la manière d'aborder la participation civique dans les quartiers, avec des mesures qui allaient en partie dans le sens du développement de l'empowerment, des budgets participatifs, l'idée qu'il fallait donner la capacité à des initiatives associatives soutenues par des fonds spécifiques ne dépendant pas des pouvoirs locaux, à la mise en réseau des associations à l'échelle des quartiers. Il y a eu un énorme travail de fait, une grosse mobilisation associative derrière. Malheureusement, aujourd'hui, ce rapport, pour l'instant, a eu d'ailleurs un écho médiatique non négligeable et un écho dans les réseaux associatifs non négligeable. Pour l'instant, ce rapport est dans un tiroir. S'il vous plaît, d'autres questions? Oui, Monsieur Musson. Musson Alain, CFE-CGC. Vous avez parlé tout à l'heure de scénario écroulement. Votre exposé, qui est un exposé de qualité, il manque quand même quelque chose, j'ai l'impression. Vous avez très peu ou pratiquement pas parlé de corruption. Le phénomène est grave. On parle d'efforts, il y a des gens qui font des efforts terribles, mais dès l'instant que vous avez un environnement de corruption, il y a beaucoup d'efforts qui est gommé, qui est anéanti. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais la Grèce en est pour quelque chose. Le pauvre grec, il y est pour rien, c'est les gens qui l'ont dirigé. Donc, dans tous les pays qui se passent là autour de nous, dès l'instant qu'il y a des mouvements de contestation, de révolte, la corruption, eh bien, le premier élément cité par les gens qui sont en colère. Donc il faut faire attention à ça. Et je pense que, vous le savez bien, la corruption tue l'économie. Ça, il faut le savoir, il faut se l'imprimer comme il faut dans la tête et s'en souvenir. Quelle est votre position là-dessus, s'il vous plaît, rapidement? Merci d'avance. C'est à l'évidence un problème extrêmement important. C'est un problème qui touche, heureusement, moins la France que la Grèce. C'est un problème qui touchait la France tout autant auparavant, et pourtant ce n'était pas ressenti comme un problème fondamental. Alors d'une certaine manière, on peut se dire quand le gâteau augmente, qu'il y en ait certains qui ont une plus grosse part, c'est pas tellement important, alors que quand le gâteau reste le même, du coup on surveille plus la part du voisin. Mais on peut aussi penser que le seuil de tolérance à la corruption a diminué et que, surtout, la corruption perçue est infiniment plus importante que la corruption réelle. Quand on voit qu'à 60 et quelques %, les citoyens pensent que leurs responsables politiques sont corrompus, c'est impressionnant, et ce n'est pas juste, entre guillemets. Il me semble que, du coup, il faut distinguer entre la corruption forte, au sens propre du terme, et puis ce sentiment largement partagé que la classe politique, entre guillemets, se soucie d'abord d'elle-même, et que du coup elle est corrompue dans ce sens-là. À partir du moment où elle se soucie d'elle-même, finalement la frontière entre la corruption illégale et la corruption légale devient floue aux yeux des citoyens. Donc oui, la corruption est un problème fondamental. La France, voilà.
il y a une intolérance croissante pour des raisons morales en partie, mais aussi du fait de ce sentiment de surplace du système politique qui me semble extrêmement dangereux pour le futur s'il n'y a pas quelque chose qui est fait. Au niveau européen, la France n'est pas très bien placée. Au niveau mondial, plutôt. Au niveau mondial, on n'est pas très bien placé. Oui, on est moyen. Voilà. Merci, monsieur. Une dernière question? Oui, merci. Je suis pas membre du Conseil de développement, mais j'étais au fond de la salle, donc j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Dominique Musselin, directeur de l'agence d'urbanisme. Je voulais vous interroger sur un autre aspect qui renvoie à l'émiettement de communalistes français et à nos 36 000 communes. Moi, ce qui m'intéresse dans notre réflexion à l'agence, c'est comment on peut travailler avec des citoyens à une échelle plus large que le micro et que la proximité proche. Parce qu'on prend toujours l'argument que le citoyen ne s'intéresse qu'à ce qui se trouve sur son trottoir. J'ai cru comprendre que vous avez travaillé avec Ségolène Royal, que vous avez un certain nombre de références politiques, que vous avez aussi des références chez les philosophes allemands. Mais plus globalement, comment est-ce que vous voyez cette évolution et quelles sont un peu les pistes que vous nous suggérez pour faire ce passage comment dire, ce Big Bang géographique? Le président parlait tout à l'heure de pôle métropolitain. Je crois que Pierre Lamarre s'interroge sur l'évolution à une échelle plus large des conseils de développement et des conseils de développement à une échelle plus large. Est-ce que vous pensez que ça perd sa pertinence de changer d'échelle ou est-ce que ça peut avoir une utilité, je dirais, sociale et politique? Alors, il me semble que sur le fameux millefeuille français, on oscille entre des solutions qui sont de statu quo, grosso modo, ou d'aménagement à la marge de l'existant, et puis des solutions qui pratiquent à la hache. Et je pense que c'est assez largement partagé dans les différents camps politiques. Et il me semble que ce qui manque, c'est une véritable audace pour repenser assez radicalement l'articulation des différentes échelles et des institutions territoriales. On discutait avant la conférence. Quand j'étais jeune, j'étais dans le Jura et j'allais pas voir des sites du Doubs parce que voilà, c'était le Jura et le Doubs, c'était loin. Et y compris aujourd'hui, l'Office du tourisme de la ville de Dole donne difficilement quelque chose qui est sur le Doubs. À l'évidence, ça s'est dépassé. Et je pense que dans une zone charnière comme celle de Montbéliard, à l'évidence, il y a des choses qui doivent changer d'échelle, et changer d'échelle en instituant des échelons au moins démocratiques au sens de la démocratie classique, et non pas en surajoutant des couches dont les citoyens ont l'impression qu'elles sont encore plus loin d'eux que celles qui existent déjà. En même temps, il ne me semble pas qu'il faille jouer une échelle contre l'autre. Il me semble que le micro-local peut être, s'il est bien utilisé, un tremplin pour poser des questions qui se posent à l'échelle plus globale. D'une certaine manière, on peut tout à fait, dans un quartier, dans une ville, dans un village, avoir des réflexions sur un autre mode de développement et des actions concrètes allant dans ce sens-là, qui préfigurent des choses qui doivent se faire à l'échelle de la planète et qui donnent y compris de la force et de la crédibilité à des échelons qui se font à des échelles beaucoup plus grandes. Donc il me semble qu'il s'agit de se donner des échelles à la fois institutionnelles classiques et participatives qui permettent cette montée en généralité, cette action globale tout en pensant, cette action locale tout en pensant plus globalement, que cela n'est pas impossible, qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là, et que lorsque l'on fait passer à la participation ces échelles-là dans des dynamiques et des mécanismes adaptés, alors elle n'est pas cantonnée aux crottes de chiens et aux chats écrasés. Très bien. Je fais un rapide regard, un tour d'horizon. Il n'y a plus de questions. J'en aurais bien une, mais je ne vais pas vous la poser. Je la poserai en aparté. Tout le dialectique entre l'expertise et le profane. Mais bon, ça c'est autre chose. Je vous remercie de votre présence, de votre assiduité, de votre future assiduité. Et je vous convie tout de suite à la sortie à un pot de l'amitié. Et on pourra continuer les échanges autour d'un verre et de quelques
substance alimentaire, je pense.